nouveau numéro d'Actual News. Nous sommes actuellement le 7 mai 2024 et nous allons parler de beaucoup de news jeux vidéo, mais aussi un peu d'hardware et d'anime. Nous allons parler d'une victoire notamment, et de plusieurs mises à jour. Voilà, enfin, mise à jour. Oui, vous verrez. Et donc j'espère que tout ça vous plaira. Si vous venez d'arriver sur Twitch, laissez-moi un commentaire, enfin sur le chat. S'il vous plaît, abonnez-vous pour me donner de la force. Et si possible, si vous venez de YouTube, faites pareil, abonnez-vous, mettez un pouce, lâchez un commentaire et puis activez la cloche si possible. Je vous remercierai jamais assez. Et nous, on va commencer tout de suite avec la première news. Espérons que tout se passe bien et tout. Attendez, je reviens. Oh, putain, pourquoi je pense à ça? Allez. Bon, on va faire autrement. Hop. Hop. Ouais. Alors, Helldivers 2 a reçu plus de 200 avis positifs sur Steam en un seul jour. Sony a écouté les joueurs qui demandaient le retrait de l'obligation de posséder un compte PSN pour jouer à Helldivers 2 sur PC. Pour protester, la communauté avait notamment effectué un review bombing sur la page Steam du jeu. Puisque tout est maintenant rentré dans l'ordre, la courbe s'est une nouvelle fois inversée pour le trick qui a obtenu plus de 200 000 avis positifs sur la plateforme de Valve. Le tout en à peine 24 heures. Ainsi, son total d'évaluation est repassé au statut plutôt positif. Donc une belle victoire pour les joueurs de Helldivers et ce qui confirme ce que beaucoup de vidéastes, de streamers et autres créateurs de contenu vous rabâchent les oreilles depuis je ne sais pas combien de temps. C'est que vous êtes les clients, vous êtes les rois. Votre portefeuille ainsi que votre mécontentement peuvent jouer sur la balance. Rien n'est normal, rien n'est figé dans le marbre, vous pouvez changer toutes les lignes. Les joueurs de Helldivers 2 l'ont très bien fait, pourquoi pas, notamment, je sais pas, genre Call of Duty, sa lootbox ou ses skins d'un peu trop fort Fortnite et son gameplay qui ne plaît pas tout le monde. Pourquoi pas MOBA et sa communauté toxique le forçant à faire autrement. Et plus encore quoi, il y a plein de jeux voilà quoi qui pourraient faire bouger les lignes si vous arrêtiez de vouloir absolument votre jeu quoi. Les compagnies ne sont ni vos amis et vous n'êtes pas actionnaire chez eux. Donc allez-y, faites valoir vos droits et votre mécontentement avec votre portefeuille en affichant votre mécontentement, soit par des reviews mauvaises, soit on vous demande le remboursement. Il y a plein d'autres choses. Allez-y. Ensuite, sans prévenir, Hades 2 a lancé son accès anticipé sur Steam et Epic Games Store. Suite à la suite de l'un des meilleurs jeux de 2020 est arrivé sur nos PC. Après un test technique qui s'est tenu sur plusieurs jours, Hades 2 débarque en accès anticipé ce lundi 6 mai. Donc ouais, elle est plutôt toute fraîche cette news, mais bon. Voilà. Le titre est proposé à 29 € sur Steam et l'Epic Games Store. Supergiant Games a également expliqué que son jeu restera en accès anticipé au moins jusqu'au début 2025. D'ici là, des mises à jour majeures seront déployées à plusieurs mois d'intervalle. Chaque page introduira des fonctionnalités et de nombreux correctifs qui vont donc peaufiner le titre de manière générale. Notons que la version 1.0 proposera aussi la véritable fin du jeu. Donc ça c'est plutôt cool. Ils auraient pu mettre une fin pas terrible et puis que les gens découvrent la véritable fin une fois que le jeu sera peaufiné.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, plutôt une bonne surprise même. Et le prix déjà pour un accent anticipé est vachement canon. 30 €, je rappelle. Hein, les virgules, il y a machin chose, ouais non. Et surtout que tous les mois, qu'il y ait du nouveau contenu, que le jeu prenne en superbe et devienne meilleur, tel le bon vin, comme on dit. Oui, c'est un grand oui. Bravo. Ensuite, la QuakeCon 2024 se déroulera du 8 au 11 août. Au Texas, d'ailleurs. Bethesda Softworks a annoncé les premiers détails au sujet de l'édition 2024 de la QuakeCon. Le rassemblement se tiendra du 8 au 11 août à Grave Pevin, au Texas. Je pense qu'on dit comme ça. Durant ces 4 jours, les premiers des activités et des sessions de jeu se dérouleront 24 heures sur 24. Les visiteurs ont également accès à des tournois et des parties de jeux de plateau et à de nombreux cadeaux. Les places sont mises en vente dès 15 $ et peuvent grimper jusqu'à 400 $ en fonction des avantages souhaités. Le tout sera diffusé en streaming sur Twitch. Ok, alors QuakeCon. Bah moi je m'attends du Quake quoi. Voilà. En tout cas, un jour j'aimerais bien si c'était une convention de ce genre, genre la Gamescom, la Comic Con, ou même l'événement de Blizzard, bon, qui n'a pas lieu cette année et tout. Mais ça c'est un truc que j'aimerais faire au moins une fois dans ma vie quoi. Je sais qu'il y a un événement un peu plus proche de nous qui est aussi grand que cela et qui se passe en Allemagne, si j'aime bien un souvenir. Ou alors il y a le Paris Games Show, mais qui est pas trop envie. Je sais pas, genre c'est tellement plus géant ce genre d'événement que... Ouais ça... Mais bon, aller prendre son billet pour aller juste à ces événements, c'est pas top. Non, je pense que il faut y aller aussi pour l'endroit et... Ouais, pourquoi pas, ouais. Un jour, y aller. Resident Evil 9 se déroulera sur une île inspirée de Singapour. Les informations commencent à se promener sur internet au sujet de Resident Evil 9. C'est encore une fois l'insider Dusk Golem qui a pris la parole sur Twitter et il évoque le lieu dans lequel l'histoire du 9e opus se déroulera. Donc on quitte les montagnes enneigées, on quitte les forêts sombres, on quitte les plaines gadouilleuses et les marais, comment dirais-je, putrides. Vous allez voir pourquoi. Ainsi, Resident Evil 9 place dans une ville rurale située sur une île au large du sud-est de l'Asie. Elle sera principalement inspirée de Singapour. Rappelons que l'environnement devrait être totalement ouvert. Bien évidemment, tout cela doit être pris avec des pincettes. Le jeu pourrait d'ailleurs arriver dès janvier 2025. Donc là, on va avoir des palmiers, on va voir des lagons bleus turquoise, on va voir quoi d'autre, des temples, possiblement peut-être des temples hindouistes ou bouddhistes, des villages, ouais, on peut imaginer soit des bidonvilles, soit des villages côtiers typiques de Singapour, pourquoi pas une ville même entière, même si ça m'étonnerait. Bref, on peut tout imaginer. Et c'est bizarre de voir un Resident Evil tropical, on va dire. Même dans les épisodes où on débarquait sur une île, c'était pas si tropical que ça, quoi. C'était plutôt une île militaro, je sais pas, couleur marron grisâtre militaire. Donc pas très bucolique. Ça va me faire bizarre quoi.
Intel devrait lancer 21 processeurs Arrow Lake S incluant des modèles de 125 watts, 65 watts et 35 watts. Selon les informations obtenues par Bench Life, Intel prévoirait de lancer pas moins de 21 processeurs dans sa nouvelle gamme Arrow Lake S Core Ultra 200. D'après le site, Intel devrait officiellement annoncer cette gamme lors du Computex 2024. Elle comprendrait 5 puces de 65 watts, 13 puces de 35 watts et 3 autres de 125 watts. Donc j'imagine que les trois seront du ultra haut de gamme, que le 65 watts sera du moyenne, et j'imagine que le 35 du bas de gamme ou des puces pour bureau. Pour des intégrateurs, ce sera juste excellent quoi. Genre les cordes audio qu'on a tous connus en boîte. Voilà. Je pense que vous voyez un peu le genre. Pour ces processeurs Arrow Lake S, l'entreprise utiliserait deux configurations de puces. Une première nommée H0 ou H0 avec 8 cœurs P et 16 cœurs E. Une seconde connue sous le nom de CO ou C0 avec 6 cœurs P et 8 cœurs E. Ah ouais, d'accord. En plus. Donc on peut s'imaginer aussi bien un ça avec ça. Donc un ultra haut de gamme mais qui serait ultra cadencé et par contre voilà qui consommerait. Ah aussi bien ça que avec ça. Ce serait pas possible. Donc moins cadencé mais avec plus de cœur pour tout est possible. Ensuite, ah oui, j'ai inversé à droite, mais bon. Statue of the Earth Tree n'aura pas autant de fins que le jeu de base. Donc on parle ici du DLC d'Elden Ring, très attendu par tous. Par moi-même aussi, je l'attends, moi qui me suis éclaté dans le jeu et qui a énormément apprécié son gameplay exigeant. Bon, je suis pas très doué pour ce jeu et je me fais souvent latter. Et Melina, je l'ai passé une fois et l'autre boss final, je me souviens plus. Zut. Comment ça s'appelle le boss de fin avant la bête d'Elden. Je pense que vous le voyez. Je l'ai passé franchement très peu de fois et la belle d'Elden, j'ai réussi à faire qu'une fois la fin The Stars. Donc j'imagine mal là. Donc toujours dans l'interview accordée à Campfire Camp, celle où on l'avait déjà pu apprendre qu'il n'y aurait pas d'autres extensions, le directeur du jeu a confirmé que le choix effectué à la fin du jeu n'aura pas d'impact sur le DLC. Il a aussi confirmé qu'il n'y aura pas autant de fins que dans l'expérience de base, mais que les joueurs auront tout de même des choix effectués tout au long de l'aventure. Le DLC est indépendant, donc le choix du joueur dans l'histoire principale n'affecte pas l'histoire du DLC. En ce qui concerne la fin, il n'y a pas de fin ou de fin. Bien sûr, le DLC n'aura pas autant de fins que le jeu principal, mais les joueurs devront tout de même faire des choix au cours du jeu. Plutôt discret depuis la grande révélation en février, le studio devrait dans les semaines à venir faire monter la hype de la mesure où Shadow of the Earth Tree sera disponible à partir du 21 juin prochain. Donc il y aura la fête de la musique et ce jeu-là en même temps. En espérant qu'il y ait de bonne musique justement. Non. Il sera évidemment à découvrir sur toutes les plateformes où Elden Ring est jouable, à savoir sur Xbox One, Xbox Series X et S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Ah ouais, mais pas étonnant qu'ils veulent pas non plus faire 36 000 extensions. S'ils doivent faire ça sur 5... Voilà, ouais, ça se comprend. Ils veulent pas non plus se débarrasser, enfin... Ils veulent pas mettre
de côté les possesseurs d'old gen qui ont quand même investi dans le jeu autant que les joueurs de current gen et de PC. Ça se comprend largement. Ensuite, Beat Saber n'aura plus de suivi sur MetaQuest 1 dès le 2 novembre 2024. Donc c'est un clap de fin pour ce jeu-là, du moins sur cet appareil-là. C'est via une récente fac de Beat Games que Beat Games a annoncé un changement important sur son jeu de rythme en réalité virtuelle. En effet, Beat Saber sera officiellement plus suivi sur le casque MetaQuest 1 à partir du 2 novembre prochain. Le titre demeurera jouable, mais il ne recevra plus de mise à jour. Les fonctionnalités et les classements en ligne seront également arrêtés. Précisons aussi que le support client ne sera plus assuré pour cette version. Bien entendu, le jeu et tout le DLC peuvent être transférés vers les périphériques MetaQuest 2, 3 Pro, Rift et Rift S. Donc oui, donc si vous achetez des... D'accord. En même temps, je pense que c'est un peu normal qu'au bout d'un certain moment, on arrête le suivi sur les anciens appareils, car les anciens appareils ont de plus en plus de chances à être, à être piratés ou à être hackés et à ne plus pouvoir avoir la sécurité qu'il faut ou avoir les performances nécessaires à offrir du contenu supplémentaire. Donc je comprends de votre point de vue. Ensuite, Nintendo annonce officiellement que sa prochaine console sera dévoilée avant fin mars 2025. Hurrah! Plus de leaks. Après des années de rumeurs incessantes, nous avons enfin une annonce officielle de Nintendo concernant sa prochaine console. C'est le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, qui a pris la parole pour annoncer que la nouvelle console de Nintendo sera dévoilée au cours de cet exercice fiscal, c'est-à-dire avant fin mars 2025. Il a notamment précisé qu'un Nintendo Direct aura lieu en juin, mais celle-ci concernera uniquement les jeux Switch à apparaître lors de la seconde moitié 2024, et aucune mention de cette nouvelle machine sera faite lors de cette présentation. Maintenant que la déclaration provient directement de l'entreprise, nous pouvons donc attendre une accélération de la communication à ce sujet. Donc enfin, nous allons pouvoir découvrir le design de la nouvelle console, ses spécificités, et ce qui est important là pour le console Nintendo, c'est son catalogue. Ou à part si Nintendo a décidé de se lancer un tout petit peu dans la course à la puissance, puis de revoir un peu les performances à la hausse, et puis de se coller un peu plus aux bases que de ses concurrents. Nous verrons bien. Mais à mon avis, on va se retrouver avec une console genre de la puissance de la PlayStation 4 ou de la Xbox One. Et c'est tout. Ce sera déjà pas mal, ce sera déjà excellent pour voir les jeux qui sont sortis sur cette console. En sachant qu'il va y avoir en plus de l'upscaling, il va y avoir de la 4K, 30 FPS à mon avis. Donc la puissance devra suivre. PS5 Pro, nouvelle information sur sa puce graphique et ses performances. L'existence de la PlayStation 5 Pro comme projet chez Sony ne fait plus vraiment de doute tant les fuites et sources différentes se multiplient. Le média spécialisé Digital Foundry associé à Eurogamer a pu récolter des informations supplémentaires sur les caractéristiques techniques de la PlayStation 5 Pro, en particulier de sa puce graphique. D'après Digital Foundry, la puce graphique de la PlayStation 5 Pro serait basée sur l'architecture RDNA3 avec une fréquence maximale de 2,35 GHz. Pour rappel, la PlayStation 5 classique utilise une puce AMD RDNA2 avec 36 unités de calcul à 2,23 GHz. Donc pas grand chose de moins dans la fréquence de base. Avec ses 60 unités de calcul attendues, la PlayStation 5 Pro afficherait une puissance brute
de 3 fois supérieure à la PlayStation 5 classique, soit 36 teraflops. Rappelons que la puissance brute ne traduit pas un gain de performance en jeu équivalent. Il faudra attendre de constater les jeux et la façon dont ils tournent sur la nouvelle console pour évaluer les performances en conditions réelles. Attention également, cette nouvelle fréquence maximale est le fruit d'un mode boost que la console ne pourra pas atteindre de façon permanente. Ce sera aux développeurs de correctement optimiser les jeux pour tirer partir de ces fenêtres de performance supplémentaires pour des moments plus gourmands dans leur jeu. On apprend aussi que la PlayStation 5 Pro serait totalement compatible avec les caractéristiques de DirectX 12 Ultimate comme la Xbox Series X, qui devrait faciliter le développement de jeux multiplateformes. Il s'agit notamment de prendre en charge le variable rate shading et un support complet des mesh shaders. Sans dévoiler plus, Digital Foundry rappelle par ailleurs que la PlayStation 5 Pro devrait miser sur une technique de reconstruction de l'image similaire au FSR2 ou au DLSS, appelé le PSSR, pour PlayStation Spectral Sampling Resolution, qui devrait permettre d'augmenter la définition de rendu et les performances de jeu. La PlayStation 5 Pro est attendue pour la fin de l'année. Sony pourrait dévoiler cette machine lors d'une conférence autour du mois de juin ou au mois de septembre, les deux périodes privilégiées par le constructeur historiquement pour ce genre d'annonce. Ah désolé mais... du bafouillement. News hardware, mais vous allez voir que ça... je les laisse... voilà. C'est très bien comme ça, vous allez voir. Samsung, donc on va parler de moniteur Samsung, a levé le voile sur son tout nouvel écran de jeu. Le G60SD, ce moniteur OLED de 26 pouces dévoile également ses premières caractéristiques. Ah bah j'ai réussi à le dire la première fois celui-là. Du côté doté d'une résolution de 2K, donc 2560 par 1440, et d'un taux de rafraîchissement impressionnant de 360 Hz, il embarque la dernière technologie QD OLED de l'entreprise. Donc on pourra aller jusqu'à 360 FPS sur un jeu. Voilà. Vos FPS sont capés sur le taux de rafraîchissement de votre moniteur. Donc si vous avez un moniteur qui affiche 120 Hz par exemple, vous ne pourrez pas aller au-delà de 120 FPS. Il promet aussi un temps de réponse ultra rapide de 0,03 millisecondes et la capacité d'afficher plus de 1,07 milliard de couleurs. Donc 1,70 milliards de couleurs. Ouais, c'est un peu plus difficile à dire comme ça. Concernant les technologies intégrées, notons la présence de Caloduc pulsé qui gère la chaleur par évaporation et condensation du liquide de refroidissement. Cette fonction est complétée par un système de modulation thermique destiné à améliorer la longévité de l'écran. Nous attendons avec impatience plus d'informations sur la date de sortie, mais le prix sera quant à lui aux alentours de 900 €. À 27 pouces. Ouais, c'est ce que tu payes un 55 pouces classique malgré pour moi toute la technologie de refroidissement et les 360 Hz de rafraîchissement, je vois pas ce qui justifie le prix quoi. Mais bon, la qualité d'image pour moi devrait suivre. Voilà. Ah oui, puis il y a des mêmes médias. Donc ça c'est voilà derrière. Derrière on a un cercle RGB. Je vais dire LGBT, non. Et ça c'est le système de Caloduc pour refroidir l'écran. Ça on c'est quand même fou quoi. Les moniteurs ultra haut de gamme. Juste parce qu'ils affichent un temps de rafraîchissement ultra haut et
qui ont des prix absolument mais dingues. Waouh! Je pense que moi, si je vais changer mon moniteur, autant changer pour un écran plus grand et surtout moins cher, quoi. Ensuite, nous terminons par une news d'anime, car Blue Lock saison 2, une date de sortie enfin confirmée, l'anime revient cette année. Donc pour ceux qui ont aimé et adoré ce... Ah, comment on pourrait l'appeler cet anime? Je dirais l'héritier de Captain Tsubasa alias Olivier Tom en France. Est-ce qu'on peut le considérer comme tel? La date de sortie pour la saison 2 de l'anime Blue Lock a finalement été confirmée par le comité de production de la série. Annoncé pour la première fois en mars 2023, en simultané avec le film Blue Lock épisode Nagi, cette seconde saison sortira sur nos écrans fin d'année 2024. Notons à toute fin utile qu'il n'est pas nécessaire d'avoir regardé le long métrage centré sur Seishiro Nagi pour pouvoir suivre cette suite. En effet, les événements reprendront immédiatement après ceux de la saison 1, tandis que le film adapte un manga spin-off, qui représente l'histoire de la première saison sous le point de vue de Nagi. Dans la saison 2 de Blue Lock, nous découvrirons ainsi la suite du parcours de Yoshi Izagi et notamment l'arc de l'affrontement entre le 11 du Blue Lock et l'équipe du Japon des moins de 20 ans. Dépeint à partir du 12e tome du manga, le match entre les deux équipes décidera de l'avenir même du projet Blue Lock. Alors comme ça, moi qui n'ai pas vu l'animé, je me dis qu'on va avoir un match qui va durer toute une saison. Ah ouais, déjà qu'Olivier Tom il faisait fort, mais alors eux c'est ça. J'ai pas lu le manga, après je peux me tromper. Voilà, Ah, bon après il y a le reste. Alors après... Alors c'est pour la date. Il y a un trailer si vous voulez un trailer. Donc je pense que vous faites Blue Lock Season 2 et vous l'avez. Et... Alors... Le nombre d'épisodes n'a pas été encore indiqué. Mais il faut savoir que les 28 tomes disponibles, sur les 28 tomes disponibles, il y a seulement 11 qui ont été adaptés pour le moment. En sachant que la saison 1 faisait 24 épisodes. Donc bah, vous prenez tout l'arc de l'affrontement et puis bah je pense que vous avez votre nombre d'épisodes. Bon sur ce, mesdames, messieurs, je vous remercie beaucoup. J'espère que cela vous a plu et que ce nouveau numéro vous a appris plein de choses et que ça a été divertissant pour vous. Voilà, et puis bah moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Nous on se retrouve demain à 12h45 pour un second numéro d'Actuel News. Et puis si vous pouviez vous abonner à ma chaîne Twitch, si vous pouviez vous abonner à ma chaîne YouTube, il est 5 commentaires, un pouce bleu et éventuellement activer la cloche, ça me fera plaisir. D'ici là, nous on se retrouve tout bientôt et je vous souhaite encore une fois une bonne après-midi. Au revoir.